Un domicile adoré, un ventilateur, un dragon, un fox terrier, un ré, un mi, un si et on. Sur le mur, un dessin d'enfant mal punaisé met en scène un dragon sortant du crâne d'un petit bonhomme. Le dragon, par une mutation génétique quelconque, par exposition intensive aux nuages d'Hiroshima, par trop grande consommation d'absinthe ou par manque de feutre, le dragon est vert fluo et crache des flammes bleues. Un dragon Bunsen. Dans le coin supérieur gauche, à la traditionnelle place du soleil, qui ignore d'ailleurs la raison de cette obstination à toujours vouloir le placer en haut à gauche, lui qui s'épuise chaque jour à faire des tours complets du ciel, dans le coin, un bonhomme plus grand que le premier tient dans ses mains, qui n'ont que 2 doigts, une paire de ciseaux démesurés, plus grand que le dragon. Ce Saint-Michel porte une jupe beige saumon. Le ventilateur est réglé sur pivot. Il pivote. L'air chaud qui ne fait que brasser et recracher dans la pièce sans l'avoir refroidi est propulsé successivement sur Dieu, sur moi, sur Elvis et peine à atteindre le docteur qui nous fait face, mais lui soulève une mèche des rares cheveux qui lui restent. Puis il revient, Elvis, moi, Dieu, le ficus dont les feuilles bruissent comme si elles étaient nombreuses. Je ne vais rien vous cacher, les nouvelles sont mauvaises. Le docteur guette nos réactions. Elvis commence à agiter sa jambe droite. Je ne dis rien. Dieu est dans un film. Allez-y, docteur, dites-nous tout. Nous pouvons tout entendre, tout affronter, et ça parce que nous avons la plus grande des forces. Il ménage une pause de suspense pour s'assurer de l'intensité dramatique qu'il a mise dans sa voix, ou pour attendre qu'un quatuor à cordes démarre derrière lui et accompagne son final. Il conclut, des trémolos dans la voix. La plus grande des forces, oui. La plus belle aussi. Nous sommes une famille. Je regarde Dieu, qui a l'air sincèrement convaincu par sa réplique. Elvis agite frénétiquement sa deuxième jambe. Le docteur remet ses sourcils d'aplomb, resté en suspens sur son front suite à une intervention. Oh, capitaine, mon capitaine de Dieu, plonge le nez dans ses dossiers et annonce sa sentence. Nous avons retiré tout ce que nous pouvions. Il faut bien comprendre ce qui est délicat d'opérer le cerveau. La tumeur était mal placée. Ce qu'il en reste, il en reste à la majeure partie, ce qu'il en reste est inopérable. De plus, votre mère ne supporterait pas une autre opération après le staphylocoque doré. Elle est... Il ne finit pas sa phrase. Elle reste accrochée dans l'air moite de son bureau et nous, on est accrochés dessus attendant la suite, ayant réduit tous nos sens au sol de l'ouïe pour être certain de ne pas la louper, de ne pas rater un mot, une virgule, une hésitation. Nous, on attend, accrochés à la suite qui ne vient pas, jusqu'à ce que le ventilateur la souffle un peu plus loin et qu'on finisse par cesser d'attendre. Dieu joue l'acte 2, scène 48. Entre par le jardin, ton suppliant et mine déplorée. Docteur, nous vous écoutons. Je suis l'aîné. Je suis responsable de mon frère et de ma sœur ici présents. Elvis et moi tournons la tête vers notre responsable, avec dans les yeux une profonde envie de l'égorger vif. Il enchaîne. Que cherchez-vous à nous dire, docteur? Eh bien, comment dire? Parlez en toute franchise, je serai fort pour 3. Elvis se lève brutalement, la chaise grince sur le joli parquet ciré. Ses poings sont serrés. Des yeux. Je lui dis de se rasseoir. Je dis que ce n'est pas le moment de casser la gueule à Dieu, que je veux bien faire le tampon entre les deux, mais que s'ils se battent là, maintenant, je ne ferai rien du tout parce que merde, c'est pas le moment. Elvis se rassied. Le docteur reprend. Il n'y a que très peu d'espoir. L'espoir est le revers de la médaille de la gloire, déclame Dieu. Puis il ajoute, c'est de Voltaire. Je baisse la tête, ferme les yeux. Pitié que je disparaisse. C'est important l'espoir, continue Dieu. C'est important de se lier aux branches de l'espoir pour ne pas tomber dans les arbres du chagrin. Vous voyez, docteur, les branches, les entrelacs, c'est important. C'est même capital de... Combien? C'est Elvis qui a dit ce mot. Il a dit d'une voix forte et claire, d'une voix qui ne tremblait pas. Dieu se tait. Le docteur déglutit. Il a compris la question. Il n'a aucun problème avec la question. La réponse, en revanche, semble difficile à coucher. Le ventilateur fait un tour. 2. Dans le meilleur des cas, il lui reste 1 an. Mais c'est vraiment dans le meilleur des cas. Ne vous attendez pas à plus de quelques mois. Elle ne tiendra pas davantage. Mais... Et la rémission, l'âge de Dieu? Il lâche ce morceau de phrase qui ne veut rien dire. Cette question à laquelle, en temps ordinaire, on serait en droit de penser qu'il manque la moitié des mots. Il la lâche dans un souffle fébrile, quasi inaudible. Un souffle si faible qu'il est aussitôt balayé par le ventilateur qui, au passage, sèche un peu les yeux de Dieu. Les miens, ceux d'Elvis, qui n'en avait pas besoin, et le front du docteur, qui lui n'attendait que ça. Je suis désolé, dit le médecin sur un ton sincère. Vous feriez mieux de ne pas compter là-dessus.
Considérant les résultats, il n'y a pas de rémission possible pour votre mère. Je suis désolé. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un orgue? Vraiment, lorsque l'on entre dans une église, pour peu qu'elle soit suffisamment grande pour avoir mérité d'en être ornée, la seule et unique chose digne d'intérêt, c'est l'orgue. Les longs tubes nous écrasent de majesté, de la puissance qu'on les sent capables de produire, alors même qu'ils sont parfaitement silencieux. Je voulais jouer de l'orgue. Maman avait dit « D'accord, je vais t'amener chez un ami ». Et elle m'avait conduite chez Joe. J'avais mis longtemps à comprendre la supercherie. Joe n'était pas organiste, mais accordéoniste. J'avais appris les bases du solfège pendant 2 ans. Puis, on m'avait acheté un accordéon. Ma mère était si heureuse, elle qui avait la musette pour seule passion musicale, elle qui avait consciemment ou inconsciemment savamment tout orchestré pour que je finisse dans la cuisine à lui jouer les morceaux qu'elle aimait, tandis qu'elle dansait avec un partenaire invisible. Jo avait son atelier de musique collé à la maison, elle-même flanquée de la maison de sa mère, la vieille Jocelyne, la crevette. Un jour, après ma leçon hebdomadaire, j'étais sorti et mon père n'était pas là. Il était en retard, toujours en retard. Après 1 heure de retard, toutefois, Jo avait dit « On va appeler tes parents ». Et j'avais suivi chez sa mère pour téléphoner. Il avait ouvert la porte, il avait appelé sa mère, mais la crevette était sortie. Il avait traversé le couloir jusqu'au guéridon recouvert d'un apron, avait décroché le téléphone et m'avait dit d'entrer dans la cuisine pour y attendre. J'avais ouvert la porte de la cuisine et face à moi, sur le mur opposé, une fenêtre. Sur le rebord intérieur de cette fenêtre, un chien, un fox terrier, un petit bestiau de rien du tout, assis, qui regardait par les carreaux ce qui se passait à l'extérieur. Il avait lentement tourné la tête, m'avait regardé, avait vu que je n'étais ni la crevette ni quelqu'un qu'il connaissait, m'avait rangé dans la case ennemi à abattre, avait remonté les babines en grognant et avait sauté de la fenêtre pour me foncer dessus. J'avais eu le temps de me retourner, rien de plus. Le fox avait bondi et planté ses crocs dans l'une de mes fesses. La droite, pour ceux qui aiment la précision. Jo était vite arrivé, mais le fox ne voulait plus lâcher. Je criais, je pleurais, je courais dans le couloir, le clébard accroché au cul. Jo qui courait derrière nous en tirant sur le chien et moi qui hurlais encore plus fort à chaque tentative pour arracher la bête, m'arrachant à moi un morceau de ma chère anatomie. Finalement, Jo s'était armé de la première chose qu'il avait trouvée dans la cuisine, un rouleau à pâtisserie. Il en avait donné un grand coup sur le fox qui, avant de lâcher prise et de se mettre à couigner, s'était tout de même autorisé à enfoncer les crocs un peu plus profond sous l'effet de la surprise de se voir ainsi frappé par un proche, et certainement aussi, ce ne sont pas les renards qui me contrediront quant au caractère de ces saloperies de canins, hein, certainement aussi, un peu par rancœur et vilainie de devoir abandonner sa mise à mort aussitôt, alors même que sa proie gigotait encore. Devant la maison de Jo, où je me remettais de mes émotions, j'avais vu une petite plaque sur le pilier du portail. Une plaque en céramique avec une portée et les notes Do, Mi, Si, La, de nouveau Do et un Ré final. Pour les incultes du solfège, 2 mots calligraphiés au-dessus avec de grandes majuscules précisées Domicile, adoré. Merci docteur, merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant affronter cette épreuve avec tout le courage qui nécessite une pareille. Elvis et moi sortons du bureau sans attendre la fin de la nouvelle envolée lyrique de Dieu. Dans le couloir, l'odeur du chlore nous saute à la gorge et contraste avec l'épaisse moquette qui couvre le sol. Les vieux tableaux qui trapissent les murs. Dieu nous rejoint finalement et brise le silence qui s'était installé là avec la ferme intention d'y rester. Bon, moi je vais à la chapelle, je vais prier. Il faut prier. Il s'éloigne dans le couloir sans attendre de réponse de nos mines athées et dépitées. Il fait demi-tour et nous demande avec panique. Où allait ta fiole d'eau bénite que la mère avait rapportée de Lourdes? Plus la moindre salive dans ma bouche, l'impression d'avaler un caillou. Je revois la chambre d'hôtel, le lavabo, la fiole Vierge Marie que je vide. Face à notre silence, Dieu dit qu'il se débrouillera pour la trouver et part dans le couloir. Il tourne et disparaît à gauche. Elvis évite le nouveau silence qui s'annonce à l'horizon. Je me casse, moi, j'ai soif. Il fait 3 pas, s'arrête, fait demi-tour lui aussi, se plante en face de moi, cherche comment dire les choses et s'il doit même les dire. Il pose sa main sur mon épaule et dit « Bon anniversaire, Frangine ». Et il s'en va. Je le suis des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse aussi, dans ce coin de couloir mangeur de frères. Je erre dans l'hôpital. Je traverse tous les étages, comme ça, pour voir. Je visite, je regarde les tableaux, et je rentre chez moi. C'est mon premier chez moi. C'est un studio dont j'ai eu les clés la semaine précédente. Un chez moi en ville.
pour faire mes études de droit. Je n'ai jamais changé d'avis depuis toutes ces années. Je veux être avocate. J'ai déjà reçu du courrier chez moi, une lettre EDF, mais peu importe. J'ai une adresse avec un nom de rue et un numéro devant. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à rester chez moi. Je retourne à l'hôpital. Dans le grand salon, un rez-de-chaussée. Il y a un vieux piano à cordes et un vieux piano à queue désaccordée. Le fa de la troisième gamme a disparu. Je m'assieds. Je fais sonner les touches délicatement. Un ré. On passe mon enfance à se demander comment ce serait d'être adulte. On imagine des choses, on prévoit des choses, on est convaincu qu'on deviendra ceci ou cela, qu'on fera ce métier-là, celui qu'on aime, qu'on aura cette voiture-là, celle qu'on trouve jolie, et puis 12 chiens aussi qui obéiront au doigt et à l'œil, que la vie se passera telle qu'on le décide maintenant. On fait des phrases qui commencent par « quand je serai grande », un mi. On passe son adolescence à clamer qu'adulte, on l'est déjà. On le sent bien en nous qu'on est grande, qu'on n'a plus besoin de personne, et surtout pas des conseils et remarques de ces vieux chieurs de parents. Mais personne ne nous croit. Qu'est-ce qu'ils ont les autres à ne pas voir qu'on est déjà adulte? Alors, on attend la consécration. On brûle d'impatience de pouvoir leur clouer le bec une fois qu'on pour toutes. On fait des phrases qui commencent par « quand j'aurai 18 ans ». Ainsi. J'avais imaginé 1000 choses. Une grande fête, des ballons, des amis, du rire. J'avais imaginé 1000 choses pour le jour de mes 18 ans. Il n'y a pas eu de ballon, de fête, d'amis. Pas de rire non plus. Il y a eu simplement ce mot, rémission, qui était impossible, alors qu'il était français et qu'impossible n'est pas français. Un ré, un mi, un si et un on. Assis côte à côte à encaisser chacun à notre façon, l'un qui débite des phrases trop lourdes en émotion parce qu'il ne sait pas quoi faire de la sienne, l'autre qui gesticule en tous sens parce qu'à l'intérieur aussi ça remue, et ça remue trop pour y rester. La dernière qui ne dit rien et fixe un dessin d'enfant sur le mur en se demandant si le coupeur de dragon en jupe, beige saumon, c'est le docteur à moitié chauve qui est assis en face d'elle. Un ré, un mi, un si et on. Éparpillés désormais un peu partout, comme si rester ensemble après avoir eu cette nouvelle l'avait fait exister davantage, lui avait donné plus d'importance, comme si nous être séparés là l'avait déchirée en 3 petits bouts, et qu'elle était moins vraie maintenant. Un ré, un mi, un si, voilà, je suis adulte.